Aujourd'hui, on va parler euh, des nouveaux modes de travail et de l'inclusion dans ces nouveaux modes de travail. Donc, dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, on a décidé de partager avec vous le lancement de notre nouveau guide pratique où on a un petit peu creusé tous ces nouveaux modes de travail qu'on est en train de développer et surtout se poser la question de l'inclusion dans tout ça et comment vous pouvez y réfléchir. Donc d'abord, pour nous présenter rapidement, Isabella, tu veux nous présenter? Moi, je nous présente. Oui, 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 je prends Oui, on Jump, présente hein. Jump, hein. Oui, c'est ça. Oui, donc ça fait plus de 15 ans que j'ai lancé Jump et ça fait 15 ans que je grandis sur ces sujets. J'ai d'abord voulu m'occuper finalement de la place des femmes dans les entreprises pour qu'elles aient davantage de place dans l'économie, qu'elles soient moins en situation de pauvreté, moins en situation de non-exploitation de tous leurs talents. Et puis, au fur et à mesure de ma compréhension du sujet, parce que c'est un sacré chemin et je n'ai vraiment pas terminé à comprendre. Et donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était probablement le levier le plus important pour également parler et s'occuper de toutes les sous-représentations dans la vie économique, hein, et surtout de transformer les organisations et donc la société vers plus d'inclusion. Et donc, c'est ça qu'on fait depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc, j'ai le grand bonheur de travailler avec Christine, qui est l'autrice du rapport qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Donc Isabella, c'est la fondatrice de Jump. Moi, je travaille avec Isabella depuis 7 ans sur le sujet. Après avoir travaillé dans le conseil en management et dans de nombreuses grosses entreprises, je me suis dit que j'allais bousculer quelques-uns de ces obstacles que j'ai rencontrés moi-même lors de ma carrière. Et on va partager avec vous nos réflexions autour du sujet de l'inclusion dans les nouveaux modes de travail. Donc, pour tous ceux qui sont arrivés et à qui on n'a pas eu le temps de vous rencontrer au démarrage, si vous pouvez vous présenter dans le chat, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, comme ça on apprend à vous connaître. Et la session est en train d'être enregistrée pour qu'on puisse la partager ensuite après, si ça vous convient. Alors, tu veux nous raconter pourquoi le guide? Parce que tu étais à la genèse de ce guide, hein. Oui, parce qu'on était justement au moment où on passait de tout ce qui était égalité professionnelle, donc entre les femmes et les hommes au travail, à, à traiter tous les sujets de sous-représentation d'autres catégories de personnes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le plus grand moteur pour parvenir à de l'égalité, à plus de justice, de représentation de toute la diversité, eh bien, c'était de transformer les organisations, transformer leur culture et de transformer leurs pratiques pour qu'elles soient plus inclusives. Et donc, on s'est dit qu'il était utile de reprendre les concepts de base. Mais alors, avec Jump, on aime bien les concepts parce que je trouve qu'il faut s'aligner sur que veut dire l'égalité, que veut dire l'équité, que veut dire la diversité, etc., pour qu'on soit vraiment bien clair entre nous. Et puis après, surtout, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut donner des outils pratiques. Et donc, nous, on a cet aspect-là où on veut être directement hands-on, hein, comme on dit, directement pratico-pratique pour vous tous et vous toutes, hein, qui êtes finalement nos alliés, parce que nous, on a une mission sociale et surtout sociétale, c'est de transformer ce monde par la transformation de l'économie. Et on a besoin de toutes et tous les alliés possibles, en particulier dans les organisations, et vous êtes vraiment nos alliés. Et donc, on veut vous faire part de ce qu'on a voilà, de ce qu'on a compris et de ce qu'on a pu récolter comme expérience. On veut vous en faire part gratuitement, donc c'est téléchargeable évidemment sur notre site. Et puis est arrivée la pandémie avec un coup de massue absolument incroyable. Jamais au début de la pandémie, on aurait pu imaginer ce que ça allait avoir comme conséquence dans les lieux de travail. Et d'abord, moi en particulier, parce que je suis très, très, très militante dans beaucoup de collectifs
collectifs et d'institutions pour justement porter ces sujets-là. J'ai crié au scandale parce qu'il n'y avait pas du tout de mesure de l'impact de la pandémie, en particulier sur les femmes. Et puis finalement, et on a été entendu parce qu'il y a eu quand même pas mal de documents qui ont été faits, surtout en France, un peu moins en Belgique, un peu moins. La France est toujours, c'est pour ces sujets-là, assez avancée. Et dans le reste de l'Europe, ça laisse un peu à désirer parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas prendre justement des décisions pour rééquilibrer, pour faire en sorte que le déséquilibre actuel dans la société ne se renforce pas. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire ce guide qui est pour le moment, et on va vous donner le lien qui est un draft, hein, donc on a quasiment fini. Et on va vous donner le draft de ce guide. Il est pour le moment, donc le nouveau, rien qu'en anglais, mais on va le faire en français très très rapidement. Je pense que d'ici dans le mois, vous l'aurez également en français. Merci Isabella. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On partageait avec vous quelques définitions autour des différents concepts des modes de travail et l'état des lieux qu'on a fait. On s'est plongé d'abord sur l'impact de la pandémie et comment ça a transformé en fait notre façon de travailler et nous a amené là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de rencontrer des défis de ces nouveaux modes de travail, qu'on va regarder un petit peu des inéquités qui ressortent, des difficultés, etc. Et ensuite, on va se poser la question, comment est-ce qu'on peut assurer l'inclusion dans ces nouveaux modes de travail? Et je vous propose en fait, quand je vois qu'on est 25, posez vos questions dans le chat. Moi, je vais interagir avec vous au fur et à mesure de la session, mais par des petits sondages. Et ensuite, on va garder 20 minutes à la fin pour une discussion en groupe, tous de façon plus ouverte, des réponses à des questions. S'il y a des questions brûlantes, mettez-les dans le chat et Isabella les prendra pendant que je présente et m'interrompra s'il faut. Donc, on est là, on voudrait un peu d'interaction, on voudrait votre feedback, donc surtout n'hésitez pas. En check-in d'abord, je voudrais avoir votre ressenti. Travail hybride, c'est quoi votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous en êtes où? Votre organisation en est où? Qu'est-ce que vous ressentez? Donc, mettez tout ça dans le chat pendant que j'avance et puis on va regarder un petit peu vos réponses après. Merci beaucoup. Donc, nous, et un dernier rappel, parce qu'Isabella disait dans son introduction que c'était hyper important de s'aligner sur les définitions. Donc, un petit rappel des définitions et vous pouvez en trouver beaucoup plus dans notre premier guide sur l'inclusion. Pourquoi on est là? On est là pour parler de diversité. Diversité, c'est quoi? C'est la représentation de nos différentes identités, de notre unicité, de ce qui fait qu'on est une personne, de tous les éléments et de toutes nos différences. L'équité, par contre, c'est le traitement juste, c'est l'accès à des opportunités équitables, c'est donner la possibilité à tout le monde, avec ses différences, d'arriver et d'avoir les mêmes opportunités. L'inclusion, l'inclusion, c'est l'effort qu'on fait pour créer un environnement où tout le monde est respecté, tout le monde est valorisé, tout le monde a ce sentiment d'appartenance. Donc, je vois une question, Issan, qui pose la question sur l'inclusion. C'est ce qu'on veut dire par l'inclusion. En général, on parle d'inclusion plus que d'inclusivité. Par contre, oui. je pense qu'il y a Mélanie. Demander de vous mettre en... Ouais, attends, je vais désactiver le son. Voilà, j'ai fait. Super, merci. Donc, alors, autre définition, nouveau mode de travail, c'est quoi? On parle du télétravail, ça c'est le travail à la maison, du travail hybride, c'est quand on est en partie à la maison, à domicile, pas sur le lieu de travail, et en partie sur le lieu de travail. Il y a aussi d'autres terminologies qui commencent à ressortir, qui sont comme le travail agile, qui est sur le type mode de travail, la façon de travailler. On se pose des questions sur la métaverse, la possibilité de travail totalement virtuel. Nous, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est vraiment
ce que j'appelle la flexibilité au travail. Et ça inclut la flexibilité en termes de lieu de travail. Donc, je travaille à domicile, ailleurs, au bureau. Sa flexibilité en termes d'heures de travail. Est-ce que je travaille de 9 heures à 6 heures tous les jours? Est-ce que je travaille le soir? Est-ce que je travaille le week-end? La flexibilité en termes de temps de travail, c'est du temps partiel, du temps complet. La flexibilité en termes de jours de travail. Aujourd'hui, il y a tous les modes de travail et le future of work, comme ils disent, tournent autour de cette flexibilité sur tous les différents aspects de travail. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et moi, je voudrais savoir, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, si l'organisation dans laquelle vous travaillez a mis en place un mode de travail flexible et hybride pour les travails intellectuels, ceux qui le permettent. Donc, je vais vous lancer un petit sondage. Si vous pouvez y répondre, dites-moi si vous le voyez. Et vous pouvez cliquer dans le sondage, je partagerai les résultats avec vous. Donc, vous en êtes où, vous, dans votre organisation? Moi, j'ai l'avantage, je vois les résultats qui rentrent. Hein. Mais, donc, j'ai 7, 8, on est 25. Je vais attendre que les résultats arrivent et je partage tout ça avec vous. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont fixé un nombre de jours à prester au bureau, au choix. Encore des réponses? Oui, et Marion dit que ça a été mieux pensé en interne, évidemment, qu'au début, forcément, et que donc c'est plus accessible, enfin plus accessible, c'est mieux fait maintenant, donc c'est peut-être plus agréable, je suppose que c'est ça que tu veux dire, Marion. Alors, je vais vous partager les résultats. On en est où? Donc, il y a une personne qui a un travail flexible à la demande ou à la discrétion du manager. L'essentiel d'entre vous ont fixé un nombre de jours à prester au bureau, soit par semaine, par mois, etc., mais qui ne sont Christine, pas on ne voit fixes. pas les résultats. Vous ne voyez pas les résultats? En tout cas, moi pas. Est-ce que les autres voient les résultats? Moi, je vois bien. Je les vois. Si tu as fermé pour ne pas répondre, du coup, tu ne les vois pas. D'accord, ok, pardon, excuse-moi. Donc, je ne sais pas comment te les reposer, mais non, t'inquiète. L'essentiel des personnes ont un nombre de jours pas défini. Donc, enfin, un nombre de jours, mais elles ne sont pas fixes. Ils ont la possibilité de choisir quels sont les jours où ils veulent venir au bureau. Et tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui a répondu que tout le monde devait être au retour de bureau ou qui n'ont pas de directive claire, ce qui est déjà très bien. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on est dans des nouveaux modes de travail qui sont assez différents de ce qu'on avait avant la pandémie. Avant la pandémie, quasiment tout le monde allait au bureau 5 jours par semaine. On prenait le métro, on prenait les transports en commun, on restait coincé dans les embouteillages, on était tous au bureau pour l'essentiel du temps. Et quand on parlait de flexibilité au travail, c'était réservé à quelques personnes qui avaient genre un 4/5e négocié ou qui prenaient de temps en temps une journée ad hoc parce qu'ils avaient un enfant malade à la maison ou quelque chose, un rendez-vous important. Et c'était à peu près ça, le travail flexible. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la crise sanitaire, un confinement, un tiers des travailleurs en France qui sont passés en télétravail. Un tiers qui ont continué à travailler sur leur lieu de travail et un tiers qui ne pouvaient pas continuer à travailler, qui ont arrêté complètement. Et ça a bouleversé notre façon de travailler. C'était la plus grande expérimentation qu'on ait faite. Les frontières entre le pro et le perso sont devenues complètement floues et la crise sanitaire a vraiment fait du travail flexible la norme plutôt que l'exception. On est passé dans un mode où soudain on devenait conscient que les personnes avaient une vie personnelle en plus de professionnelle. Avant, tout était très clairement délimité.
Les enfants apparaissaient dans les Zooms, les chats faisaient des entrées intempestives, on ne cachait plus le fait qu'on avait une vie privée, tout était mélangé, ça en faisait partie. Certaines personnes ont préféré prendre du recul parce qu'ils ne voulaient pas partager cette vie privée et donc se sont éloignés un petit peu du travail. Mais on a vraiment fait cette grande expérimentation qui nous a permis de se rendre compte que oui, le télétravail était possible pour tous et que ce n'était pas juste quelque chose qu'on devait réserver à quelques privilégiés ou personnes qui en avaient besoin. Du coup, on s'est retrouvé avec plein de situations très drôles. Comment on anime une formation virtuelle? On pensait tous, dans un mois, c'est fini, on sera de retour au bureau. Et puis, ce fameux je t'entends pas, tu es sur mute, qui est devenu un petit peu l'habituel et le quotidien de toutes nos journées maintenant. Mais par contre, la pandémie a aussi eu un effet de loupe sur un certain nombre d'inégalités. Et on a eu les inégalités hommes-femmes qui se sont vraiment exacerbées. En raison des rôles sexués, quand il y a eu un retour au domicile, ça n'a pas du tout eu le même impact sur les femmes que sur les hommes. Historiquement, les femmes sont émancipées, elles sont parties au travail en quittant le domicile. Quand elles sont retournées au domicile pendant le confinement, elles ont repris leur rôle stéréotypiquement sexué et elles ont perdu cette liberté qu'elles avaient dans l'univers en dehors au bureau. Du coup, c'est elles qui ont pris en charge. Excusez-moi, j'ai perdu ma présentation. Attendez, je vous la remets. Il y a Sophie qui parle de liberté dans le chat. J'aime bien ce mot. Je pense que je vais vérifier que ce soit bien positionné comme ça aussi dans le guide, parce que je pense que c'est un mot pivot, un mot important. Vous revoyez mon PowerPoint? Oui, oui. OK, parce qu'il avait disparu chez moi pendant 30 secondes. Excusez-moi. Donc, la liberté, il y a eu une certaine liberté qui a été trouvée avec le confinement. Il y a eu une certaine liberté qui a été perdue. Si on regarde les statistiques ici, on a les 58% des femmes qui ont passé plus de 2 heures à faire les tâches ménagères par rapport à 35% des hommes. Ce sont les mères qui se sont occupées des enfants et qui ont supervisé le travail scolaire beaucoup plus que les pères. Et en même temps, tout ça dans un environnement à la maison où elle ne pouvait pas s'isoler pour travailler, où elle se retrouvait, comme on voit sur la photo, avec les enfants à côté, tout le monde en train de les perturber, et du coup, un travail, je dirais, plus difficile pour continuer à télétravailler de la maison pendant cette période-là. Donc, ça a été difficile. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un impact négatif sur leur carrière. Là, on a les chiffres pour la Belgique. On a eu 51% des femmes qui ont réduit leur temps de travail, ont été obligées d'interrompre leur carrière pour s'occuper des enfants, du travail domestique, de la scolarité, par rapport à seulement 7% des hommes. Et c'est Dominique Joseph qui a été faire une présentation au Sénat, la vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, qui nous a dit on a perdu 30 ans dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes en un an de crise. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a aujourd'hui, et là vous voyez les chiffres sur le premier confinement, mais aussi qui continuent dans les années d'après, elles sont épuisées, les femmes. Les hommes gardent à peu près un niveau d'équilibre vie perso, vie pro équivalent pré- et post-confinement. Les femmes, par contre, ça s'empire. Elles sont de plus en plus fatiguées et elles ont de plus en plus de difficultés. Elles n'ont pas récupéré la situation d'avant le confinement. On a un sentiment eu pendant toute cette période-là aussi un sentiment d'isolation et de déconnexion par rapport à l'entreprise. 83% des employés ont considéré que la pandémie a eu un impact négatif sur leur sentiment d'appartenance à leur organisation. Ça a vraiment eu un impact sur le lien des employés avec leur entreprise. Les jeunes générations, ça a été très, très difficile pour eux.
il y a un onboarding, ils démarrent leur job de façon complètement virtuelle, ils ne rencontrent pas les personnes de l'entreprise, ils ont des problèmes de connexion, des outils inadaptés. Donc là aussi, il y a des inégalités qui étaient très, très importantes et des disparités en termes d'expérience. Je pense que, et ça c'est Jean-Paul Erhardt qui est le patron de PeopleSphere, un magazine, enfin une revue dans les ressources humaines qui nous dit que la leçon la plus importante, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la valeur sociale du travail. On a tendance à penser qu'on va au travail pour une raison économique, pour gagner de l'argent, mais même si ce n'est pas quantifié et quantifiable, la valeur sociale du travail, en fait, est très, très importante et probablement beaucoup plus importante. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une évolution radicale des attentes par rapport au travail. Et on se retrouve aujourd'hui avec la grande démission. On a un cinquième des travailleurs en 2022 qui prévoient de quitter leur poste et 40% des jeunes qui prévoient de quitter leur travail dans les 12 prochains mois. C'est dramatique. À côté de ça, même ceux qui restent au travail, ils nous font ce qu'ils appellent du quiet quitting. Ça veut dire, je ne veux plus faire tout le travail un petit peu en plus de ce qu'on attend de moi. Je vais faire juste ce qu'on me demande et donner juste mon minimum nécessaire par rapport à mon job. Un ras-le-bol, je dirais, très, très, très important et des soucis de bien-être dont on a entendu parler, important aussi. Et je suis curieuse, dans vos organisations, est-ce qu'ils sont inquiétés de ce qui se passait? Parce que ce qui est important, au final, c'est mesurer. Mesurer, c'est vraiment critique. Et puis, dans les mesures, ce qui est important, c'est aussi de mesurer, je dirais, les groupes sous-représentés pour regarder s'il y a des inégalités qui se forment, comme on a vu dans les slides précédents. Donc, je vais vous poser la question. Si vous pouvez répondre dans le petit sondage, est-ce que votre organisation a mesuré l'impact de la pandémie? Est-ce qu'elle a sondé vos attentes par rapport au travail flexible après la pandémie? Et surtout, est-ce qu'ils ont fait des analyses détaillées? Est-ce qu'ils ont été regardés par genre, par âge, par situation parentale, par fonction, enfin par type de variable qu'ils peuvent regarder au moins pour voir s'il y avait des inégalités et des groupes qui étaient impactés de façon différente. Donc, on a les résultats qui rentrent tout doucement. Il faut dérouler, il y a 4 petites questions. Donc, dérouler les questions. J'ai 14 réponses. Il y a quand même 50% des participantes qui disent que non, ça n'a pas été mesuré. Hein. Aujourd'hui, tu vois les résultats, Isabella? Oui, je vois. D'accord. On a, oui, à peu près une petite moitié qui disent que oui, l'impact de la pandémie a été mesuré, une grande moitié qui disent que non. Par contre, les attentes en termes de travail flexible, j'attends encore quelques réponses et puis je partage les résultats avec vous. Oui, en attendant, il y a Matteo qui demande si on peut avoir le replay. Donc, si vous ne désirez pas que ce soit, donc parce que l'enregistrement, on l'avait imaginé d'abord pour nous, et puis pour nos partenaires, mais juste vraiment dans un cercle assez restreint. Matteo demande justement le replay. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'effectivement, on ne peut pas s'arrêter plus sur les slides parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à vous dire et on veut vous entendre aussi. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord pour qu'on envoie le replay, n'hésitez pas à soit nous envoyer un petit mail, soit le mettre dans le chat et on en tiendra compte. Merci alors, Matteo en tout cas. Oui, merci. On est 28 participants, j'ai 19 réponses. Est-ce que on attend encore une réponse ou deux? Alors,
Voici les résultats. Alors, normalement, vous pouvez les dérouler, mais on va s'arrêter sur la première. Donc, à peu près, je dirais, 32% où on a mesuré l'impact, moitié où on n'a pas mesuré l'impact. Si on regarde la question 2, donc vous pouvez dérouler avec le petit curseur à droite, est-ce qu'on a sondé les attentes par rapport au travail flexible? Là, pour le coup, la majorité, 58% qui disent oui. Est-ce qu'il y a des analyses détaillées qui ont été faites? Dans la moitié des cas, non. Et puis ensuite, quelques cas où ça a été, mais très très rare, je pense, hein, où il y a une analyse en fonction du sexe, de l'âge, de la situation parentale, etc. Donc on mesure C'est un dingue. petit peu, mais on ne regarde pas les inégalités, on mesure en masse. Du coup, comment est-ce qu'on va voir les inégalités et les défis? C'est un petit peu ça qui va être la raison pour laquelle on a beaucoup de défis dans ces nouveaux modèles de travail. Alors, si on regarde la flexibilité au travail, on peut se dire l'engagement des employés est au plus bas niveau depuis longtemps et tout semble avoir démarré à cause du confinement et de la crise sanitaire qui a forcé le télétravail, qui nous a empêchés d'être tous ensemble et bien au bureau. Donc, est-ce qu'on ne ramènerait pas tout le monde au bureau pour qu'on soit bien à nouveau au bureau ensemble? Non, ce n'est pas possible. Maintenant, flexibilité au travail, c'est une condition sine qua non pour choisir un poste ou un nouveau job ou une nouvelle entreprise. Un tiers des employés disent même que si on leur demande de retourner au bureau à plein temps, ils chercheraient un autre emploi. Et 75% des employés se sentent plus motivés s'ils ou elles ont la possibilité dans leur emploi de faire du télétravail. Le souci pour les organisations, c'est que tout le monde ne veut pas la même chose. Et donc, on se trouve dans une expérimentation en termes de mode de travail flexible très, très complexe. Alors, le modèle hybride, c'est celui qui a été, je dirais, le plus choisi aujourd'hui par les entreprises. C'est le modèle qui émerge. Mais tout ce qu'on a appris pendant la pandémie ne suffit pas pour faire un bon modèle hybride. Ce qu'on a eu pendant la pandémie, c'était un modèle temporaire où tout le monde était forcé de retourner au bureau. Maintenant, c'est mixte. Il y a une partie qui vient au bureau, une partie qui ne viennent pas. Comme dans la plupart des cas que vous avez partagés tout à l'heure, il n'y a pas de jour fixe. Donc, on peut arriver au bureau et en fait, nos collègues n'y sont pas. C'est pas prédéterminé. C'est un peu laissé à la flexibilité, à la discrétion des individus ou de leur manager. Et du coup, c'est très compliqué. Du coup, les entreprises, quand elles sont en train de réfléchir à leur nouvelle politique de travail flexible, à votre avis, dans votre organisation, de qu'est-ce qu'ils prennent en compte? Ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup. Oui, madame. Pardon? Bonjour. Bonjour. Ça sent bon chez vous? Je ne sais pas si c'est chez moi que ça sent bon. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse. J'ai désactivé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quels sont les paramètres de réflexion autour du travail flexible, selon vous. Est-ce que les entreprises pensent il faut que tous les employés, maintenant qu'ils sont à la maison ou en travail hybride, restent très productifs? Est-ce qu'on est dans la gestion du risque? Est-ce qu'on est dans la maîtrise des coûts? Est-ce qu'on est en train juste de tenir compte des contraintes technologiques? Est-ce que c'est la cohésion sociale qui est importante? Est-ce que c'est l'attraction, la rétention des talents? Qu'est-ce qui va être important pour les entreprises et dans votre entreprise ou votre organisation? Dites-nous. Alors, pour le moment, j'ai un bon mélange de tout. J'en profite parce que je vois que la productivité devance les autres raisons, les autres paramètres, hein. Et j'en profite pour vous parler de Laetitia Vito, qui est une experte dans toutes ces matières-là, qui vient de publier ceci, En finir avec la productivité, critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail. Et c'est absolument passionnant. C'est vraiment revoir
notre base de réflexion pour qu'elle soit beaucoup plus inclusive en fait. Et à partir du moment où on parle de l'inclusion des femmes et en particulier des femmes les plus vulnérables sur le marché de l'emploi, comme les mamans solo, etc., eh bien, du coup, on est beaucoup plus inclusive avec toutes les autres personnes aussi. Donc, je vous conseille vraiment ceci. Merci Isabella. Donc, qu'est-ce que vous nous dites? Clairement, la productivité, la cohésion sociale et l'attraction et la rétention des talents sont les trois principaux paramètres de réflexion quand on pense au travail flexible. On voit ensuite les autres éléments, gestion du risque, des coûts et la diversité et l'inclusion à 30%. Bravo, c'est déjà bien. Moi, j'étais dans une conférence à l'INSEAD la semaine dernière et sur le même type de questions, c'était 65% des personnes qui répondaient sur la productivité et la cohésion sociale et 7% seulement sur l'inclusion et la diversité. Donc, du coup, l'inclusion dans tout ça, en fait, la plupart des entreprises ne priorisent pas vraiment la diversité et l'inclusion dans leur réflexion sur le travail flexible. Et ils vont plus réfléchir au bien-être, etc. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne qu'un certain nombre de risques et de risques d'augmenter les inégalités qu'on a vues apparaître pendant le confinement et un risque de les exacerber même. On a une nouvelle dynamique de pouvoir qui arrive avec le travail hybride. On a un groupe un peu ce qu'on appelle d'insiders, les personnes qui sont au bureau, ils ont un accès informel aux dirigeants, ils vont faire les potins à la machine à café ou à la cafette, ils vont se forger leur réseau, ils auront un certain avantage en termes d'opportunités de carrière, de visibilité, d'accès direct à leur management, etc. Les outsiders sont ceux qui sont en télétravail et si vous avez fait des réunions hybrides, vous allez tous avoir eu cette expérience où il y a le groupe de personnes qui sont dans la salle, qui se parlent entre eux, à un moment qui oublient qu'il y a des personnes qui sont connectées à distance, qui oublient de vous passer la parole, qui vont même rigoler entre eux. Et ça fait vraiment une différence d'expérience et un certain nombre de biais qui sont exacerbés. Biais de proximité, ceux qui sont au bureau, et on a tendance à dire loin des yeux, loin du cœur, ceux qui sont au bureau vont être ceux à qui on donne le projet important qui vient d'arriver sur le bureau. On va valoriser mieux le travail des collaborateurs qu'on voit au bureau parce qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire, alors que ceux qui sont en télétravail, c'est beaucoup plus difficile de voir. Donc, c'est indépendamment des mesures de performance objective, c'est totalement biaisé par ces biais de proximité. On a des disparités par rapport à la présence physique des personnes. Donc, ceux qui sont présents ont l'avantage de voir le langage corporel des personnes, de percevoir des nuances, des réactions, d'entendre ce qui se passe dans le couloir après la réunion et d'avoir beaucoup plus d'informations que ceux qui sont en télétravail. Et il reste encore des préjugés qui sont au sein des managers qui sont liés à la flexibilité, où ils se disent, s'ils sont à la maison, c'est qu'ils ne sont pas en train de travailler, ils sont en train de faire autre chose, il y aura une moins bonne productivité, comment est-ce que je vais contrôler ce qu'ils vont faire? Et donc, je vais préférer en fait ceux qui viennent au bureau et les récompenser et mieux les reconnaître. Du coup, on a ce télétravail qui devient vraiment un nouveau vecteur d'inégalité. On a entre les hommes et les femmes, on a entre les générations, on a aussi entre les cols blancs qui ne peuvent pas, qui doivent être sur le terrain ou dans les usines, et les cols bleus, ce qu'on appelle les cols bleus, les travailleurs intellectuels qui ont cette possibilité de rester, de travailler à la maison. Et je dirais même que ça va plus loin en termes d'inégalité, c'est un mécanisme d'autodiscrimination. Pourquoi? Parce que ça va être typiquement certains groupes sous-représentés, comme les femmes, comme les personnes en situation de handicap, qui vont choisir le télétravail parce que ça va leur faciliter la vie. Du coup,
et les hommes qui vont retourner au bureau. Et donc, ces inégalités vont augmenter et les femmes vont avoir une visibilité réduite, un impact encore plus important en termes de progression de carrière que ce qu'elles vivaient quand elles étaient au bureau et qu'elles subissaient déjà un certain nombre de biais et d'inégalités. Ce qui est important à comprendre en fait dans le travail hybride, c'est qu'on a tous des vécus complètement différents. Donc, je vais vous raconter un peu 2 histoires pour illustrer ça et qui permettent de comprendre qu'on ne peut pas choisir une solution unique et identique pour tous. Alors ici, vous avez Jeanne. Jeanne, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle vit dans une maison avec un jardin en banlieue. Elle a un poste de responsable de projet pour une entreprise dans l'énergie, par exemple. Et Jeanne, qu'est-ce qu'elle fait? J'aime beaucoup cette nouvelle façon de travailler, c'est super. J'ai plus besoin de passer 1 heure pour aller au bureau tous les jours. Du coup, le matin, je peux emmener mes enfants à l'école, j'ai le temps de discuter avec eux, j'ai même le temps parfois de faire une session de yoga ou d'aller promener le chien. C'est génial, c'est vraiment sympa cette nouvelle façon de travailler. Et puis après, tout se passe en ligne. Je peux faire mes calls avec mes collègues en Asie. De temps en temps, je vais au bureau. On a défini 2 jours par semaine où tous les collaborateurs doivent toutes les personnes de l'équipe doivent se retrouver au bureau. C'est super clair. Mon manager l'a bien géré. Du coup, c'est sympa de temps en temps d'aller à la cafette, retrouver ses collègues. On se retrouve en face à face, on travaille ensemble. Et 2 fois par semaine, j'ai mon call bi-hebdomadaire avec mon boss qui maintenant, depuis le confinement, a pris le temps de passer du temps avec ses équipes pour assurer son bien-être. Ça n'arrivait pas avant, mais maintenant, il fait vraiment des efforts. Et du coup, moi, je gagne en visibilité, j'ai de meilleurs projets. Moi, je trouve qu'il y a eu du positif, en fait, dans le confinement. Et ce nouveau mode de fonctionnement hybride, ça me va très bien. Par contre, si vous allez dans la journée de Juliette, qu'est-ce qui se passe? Juliette, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle vit dans un appartement en ville, elle est directeur commercial dans une banque. Et pour elle, cette façon de travailler post-pandémie a vraiment eu un impact négatif sur sa vie. Avant le Covid, c'était facile de faire partir les enfants à la maison. Depuis, ils sont stressés, ils sont difficiles, ils ne veulent plus aller à l'école, c'est la crise tous les matins. L'essentiel de mon travail, je le fais à la maison. Mon mari, lui, part au bureau tous les jours parce que c'est important qu'il reste et qu'il soit visible au bureau. Mais du coup, moi, j'ai l'impression un petit peu d'être isolée, d'être toute seule à la maison. Et par contre, il fallait que quelqu'un reste pour s'occuper des enfants. J'ai aussi des parents qui ont des soucis immunitaires, donc qui ne peuvent pas sortir. Je peux passer plus de temps à m'occuper d'eux. Du coup, j'ai été obligée un petit peu de ralentir ma progression de carrière et de prendre un peu plus de temps pour m'occuper de mes parents, pour m'occuper de mes enfants. Quand je vais au bureau, comme il n'y a pas d'indication très claire, je me retrouve souvent dans des bureaux à moitié vides. Ce n'est pas très bien organisé. Je regrette de ne plus avoir l'occasion de déjeuner avec mes collègues. Je me sens pas très remarquée, un peu exclue et déconnectée. On n'est jamais vraiment là en même temps. Et puis avec mon boss, il n'a plus le temps, il est débordé aussi. Je n'ai pas eu de discussion de carrière depuis des années. J'ai aucune visibilité. Ça a été vraiment dur la pandémie et ce nouveau mode de travail ne me convient pas du tout. Je suis épuisée, j'en ai ras-le-bol. Je devrais vraiment chercher un autre boulot, mais je n'ai pas le temps, donc je ne vais pas le faire. Donc ça, c'est la vie de Juliette. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un nombre de défis pour les managers, pour les organisations en termes d'inclusion dans ces modes de fonctionnement hybride qui sont très, très complexes. Comment faire collaborer et travailler une équipe hybride comment s'assurer qu'ils soient tous ensemble, comment garder cette innovation, cette intelligence collective quand les personnes peuvent partager, rebondir sur les différentes personnes. C'est beaucoup plus difficile sur des réunions hybrides, quand il y a la moitié des personnes qui ne sont pas là, quand il y a des personnes qui sont au bureau, d'autres non. La coordination des équipes devient ingérable pour les managers. Il y a des attentes d'autonomie, de flexibilité individuelle. On a envie de fixer des règles, on a envie de rassembler les équipes au bureau de temps en temps, mais ensuite, il y en a qui râlent. Donc, et vraiment, il y a une individualisation du travail de plus en plus qui devient très difficile en termes de gestion des équipes.
La formation et l'onboarding des nouveaux est totalement inadapté dans ces nouveaux modes et on a un nombre je dirais de jeunes qui arrivent et qui se retrouvent tout seuls à la maison, qui n'apprennent pas de leur père sur le terrain parce qu'ils passent beaucoup moins de temps avec eux, qui doivent apprendre tout seuls et ce n'est pas le même apprentissage. 54% des employés craignent justement que leur absence qu'en télétravail, ils auront une absence d'opportunités de développement et d'apprentissage sur le terrain. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La culture d'entreprise, le sentiment d'appartenance se détériore. Les gens se sentent moins connectés et ça a un énorme impact sur la qualité de vie au travail et la santé mentale des équipes. Donc, l'inclusion dans tout ça, comment on fait? Au World Economic Forum, il y a un an, je crois, ils ont dit que la pandémie, c'était le Great Reset. C'est une opportunité de revisiter la façon dont on fait les choses et c'est aussi une opportunité de revisiter le futur du travail, de se dire pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas l'inclusion dans tout ça pour s'assurer qu'on ait des organisations qui soient plus inclusives. On a une opportunité de le faire. Donc, comment on peut faire? Nous, on vous propose dans notre guide 5 axes de réflexion pour des nouveaux modes de travail plus flexibles et plus inclusifs. Au centre, c'est l'équité. On a parlé d'équité tout au début pour permettre des opportunités égales et justes à tout le monde. Pour ça, il faut mesurer pour l'équité. Donc, il faut une gestion par les résultats, pas par la présence et la visibilité, mais s'assurer qu'on fasse vraiment un management des équipes par le résultat, que la personne qui soit en télétravail soit mesurée de la même façon que la personne qui soit au bureau. Et il faut une approche mesurée quand on va regarder l'allocation des projets, quand on va regarder les promotions, quand on va regarder toute la gestion de ces équipes. Pour ça, il faut aussi des compétences de leadership hybride. Il faut qu'ils sachent gérer des équipes virtuelles. Il faut qu'ils aient une intelligence émotionnelle énorme. C'est la nouvelle compétence qui est nécessaire pour gérer ces équipes en télétravail et qui devient de plus en plus importante. Et on va y revenir après. Et il faut un certain charisme en ligne. On parle de Zoom fatigue, le boss, le manager qui doit être présent virtuellement en permanence. Comment est-ce qu'il garde la motivation, l'énergie de ses équipes, etc. Ça va il va avoir besoin d'une énergie décuplée par rapport à ce dont il avait besoin avant, quand ils étaient juste au bureut et qu'il pouvait partager librement son énergie. Il faut renforcer la culture de l'entreprise. Et là, il y a Amy Edmondson, qui est prof à Harvard, qui parle de sécurité psychologique au travail. Dans l'univers de travail hybride, la sécurité psychologique est fondamentale. Il faut que tout le monde se sente suffisamment bien pour dire les choses, pour parler, pour partager des choses qu'on ne faisait pas avant. Ça veut aussi dire qu'on a un travail hybride, mais il faut réfléchir à des moyens de créer cette culture d'entreprise en ramenant les collaborateurs au bureau de temps en temps. Donc, ça peut se faire autour d'événements collaboratifs, sociaux, etc. Mais il faut réfléchir comment on va partager cette culture d'entreprise. Il faut repenser les systèmes et les repenser pas dans la gestion des ressources humaines, mais dans la gestion de l'expérience humaine. Ça veut dire que les employés, on tient compte de l'expérience individuelle des employés. Il va falloir réfléchir à la façon dont on va faire de la gestion des ressources humaines en masse. Impliquer les personnes, les écouter, prendre en compte les besoins des différents groupes. Justement, aller regarder, faire les analyses détaillées par sous-groupe pour éviter les inégalités. Et puis, ça veut dire aussi réfléchir les espaces de travail et les outils de travail. On a basculé de bureaux fermés à un open space massif pour ramener tout le monde au centre des organisations.
Maintenant, ce mode d'open space ne marche plus. Si on vient au bureau, mais en fait, on est en réunion virtuelle en permanence, ça fait trop de bruit, on n'y arrive pas, du coup, on reste à la maison, il n'y a pas de raison de revenir. Donc, il faut repenser tout l'univers de travail par rapport à ces nouveaux besoins, par rapport à cette nouvelle façon de travailler. Il faut aussi penser que la technologie doit être adaptée pour tout le monde, que certaines personnes n'ont pas les moyens nécessairement d'investir dans la technologie, ont besoin d'être accompagnées par les entreprises, que certaines personnes ne comprennent pas la technologie de la même façon que d'autres, ont besoin d'un certain support. Donc, il faut repenser la technologie aussi et investir dans les outils de travail. Quand on parle de leadership hybride, c'est quoi? Il faut former les managers. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que, après 2 ans de confinement, on passe dans des nouveaux modes de travail et qu'on sache gérer une équipe hybride de la même façon à ce qu'on faisait avant. Donc, on n'est plus dans « il faut que j'atteigne mes objectifs business ». Aujourd'hui, la compétence clé du manager, c'est gérer la complexité des relations humaines. Et c'est tout ce qu'on appelle intelligence émotionnelle. Il faut repenser la technologie et les espaces de travail pour plus d'inclusion. J'aime beaucoup cet exemple de Google qui réfléchit comment je donne une place égale aux personnes qui sont en virtuel par rapport aux personnes qui sont en présentiel. On n'a peut-être pas tous les moyens d'investir comme Google dans la technologie, mais c'est des idées qu'on peut creuser et qui sont intéressantes. Il faut repenser la façon dont on fait les réunions de travail pour tenir compte du côté hybride, mais aussi pour assurer l'inclusion. La chose la plus importante, c'est faire parler tout le monde. Dans un mode inclusif, dans un mode hybride, pardon, il y a une partie des personnes qui sont dans la salle qui naturellement vont avoir plus de facilité à parler entre eux et ceux qui seront en télétravail qui vont avoir plus de mal. Donc, faites des tours de table, faites des check-in, faites des invitations à parler, ayez des facilitateurs. Faites attention aux biais de proximité. Si vous entendez des interruptions, etc., il faut les arrêter tout de suite. Il faut se poser la question de la caméra allumée ou pas allumée et être transparent sur les décisions qui sont prises parce que ceux qui ne sont pas dans le couloir après ne savent pas ce qui se passe et ne vont pas entendre. Donc, il faut trouver un moyen de partager. Il faut faire attention à l'exode des femmes. Qualtrics vient de publier, c'est une étude mondiale sur la rétention des employés et il montre qu'il y a 40%, je dirais, en 2022, presque 40% des femmes qui ont l'intention de quitter leur poste dans l'année, un petit peu moins pour les hommes, mais si on regarde les dirigeantes par rapport aux dirigeants, c'est elles qui vont partir, hein, beaucoup plus que les hommes. Donc, comment vous retenez les femmes dans les organisations? Pensez déjà aux écarts de rémunération. Donc, si elles se rendent compte qu'il y a des écarts de rémunération dans l'organisation, ça va être la première raison de partir. Réfléchissez à des opportunités de croissance et de promotion, vérifiez les biais. Pensez à des entretiens. On parle de exit interviews souvent. En fait, ce qui est important, c'est penser à des entretiens. Qu'est-ce qui vous ferait rester? Qu'est-ce qui vous fait rester? Pour comprendre et du coup mieux y répondre avant qu'elles aient décidé de partir. Hein. Une fois qu'elles ont parti, l'entretien d'exit est intéressant, mais vous auriez pu peut-être faire des choses pour les retenir. Vous pouvez avoir ce type de conversation intentionnelle sur les besoins, le soutien au bien-être et accepter les boomerangs, les personnes qui ont été obligées de quitter leur travail et à un moment qui veulent revenir. Hein. Ça, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de gestion de l'expérience humaine. C'est un petit peu la nouvelle mode dans les ressources humaines. On ne parle plus de Human Resource Management, mais de Human Experience Management, donc gestion de l'expérience humaine plutôt que des ressources. Ça veut dire quoi? On ne considère pas que les employés sont juste une ressource pour atteindre l'objectif de l'organisation.
qu'on va faire en essayant d'atteindre leurs objectifs personnels et leur potentiel maximum. On va surtout essayer d'aller les écouter, de comprendre leurs soucis de bien-être, suite à la crise sanitaire, de comprendre ce dont ils ont besoin et d'aller les écouter. Donc, on revient à l'importance du sondage, de l'écoute et de la mesure. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il faut les impliquer. Et là, il faut aller vérifier les groupes des sous-représentés. Si vous prenez cet exemple où l'entreprise dit on n'a pas assez d'orange, alors ça peut être n'importe quel groupe sous-représenté, on n'a pas assez, on voudrait en recruter plus. Donc on en recrute plus, mais ils n'avancent pas, il doit y avoir un problème de compétences, d'ambition, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ils s'en vont, zut, pourquoi on les perd? Alors on va aller faire une enquête sur la diversité et l'inclusion auprès de notre personnel. Ah ben non, finalement on voit que 80% des personnes sont très contents dans l'organisation, donc on n'a pas de problème. Ça, c'est typiquement si vous n'allez pas mesurer et faire des analyses détaillées, vous n'allez pas voir là où est le problème. Et en fait, vous n'aurez aucune idée de la culture de votre organisation si vous n'écoutez pas les personnes qui ne sont pas dans le groupe dominant, si vous n'allez pas interroger les personnes sous-représentées. Christine, je ne t'ai pas raconté cette histoire, mais hier, j'ai été donner une formation dans une boîte pharma et ils avaient fait justement une enquête sur l'inclusion, comment les salariés ressentaient tous les efforts faits en matière de diversité et d'inclusion. Et en fait, ils ont posé une des premières questions pour savoir qui répondait. Est-ce que vous vous considérez comme faisant partie d'une minorité? Et il n'y avait que 4% qui ont répondu oui. Parce qu'il y a vraiment un manque de diversité, donc en dehors des femmes qui ne font pas partie d'une minorité, évidemment, mais il y avait vraiment, donc il y a un problème, il y avait un problème de diversité dans la boîte. Et toute leur analyse a été faite sur les 96 autres pourcents, en fait. Et donc, tout allait bien, mais il y a quand même plusieurs personnes qui, dans les verbatim, ont dit, mais en fait, ce n'est pas à moi à définir si notre culture d'inclusion est bonne ou pas, parce que moi, je fais partie de la majorité, je fais partie des insiders. Et donc, voilà, c'est tout à fait ce slide-là. Alors, du coup, moi, c'est que tu parlais de Laetitia Vito, j'ai envie de vous encourager à réfléchir à cette minorité quand vous allez penser vos politiques hybrides. Parce que si vous réfléchissez à la majorité et que vous écoutez la majorité, vous allez faire un système qui ne fonctionne pas pour les groupes sous-représentés. Donc, et Laetitia Vito, qui est l'autrice de ce livre dont a parlé Isabella tout à l'heure, donne une astuce. Elle dit, concevez vos politiques RH en prenant comme cadre de référence le quotidien d'une mère célibataire. On a 25% des familles qui sont en monoparental et dans ces familles monoparentales, c'est essentiellement des mères solo plutôt que des pères solo. Dans leur vie, il n'y a pas de place pour l'imprévu. Donc, dans les politiques parentalité, dans les politiques hybrides, elles ne sont pas prises en compte, elles n'arrivent pas à gérer, elles se posent énormément de questions par rapport justement au débordement du travail dans la vie perso, du présentéisme, c'est comment je fais justement pas ce quiet quitting, mais ce extra mile, ce qu'on attend de moi en plus, parce que moi, je n'ai pas le temps, vraiment, je dois gérer ma vie de famille, mes enfants et tous ces imprévus et toutes ces difficultés qu'elles ont au travail. Donc, si vous allez prendre ça comme exemple, vous allez construire une politique qui fonctionnera en gros pour tout le monde ou pour une grande majorité de la population. Alors, je ne vais pas vous dérouler la checklist. Je vous invite à télécharger. Moi, je préférerais qu'on passe un petit peu de temps à échanger. Donc, on a un guide qu'on va vous partager le lien pour que vous puissiez le télécharger. Et dans le guide, on explique un petit peu justement la pandémie, comment ça nous a impacté, les inégalités qui sont ressorties et on donne une checklist pour réussir l'inclusion dans les nouvelles façons de travailler, avec un certain nombre d'actions pour les managers dont on a parlé, on a évoqué quelques-unes aujourd'hui, et un certain nombre d'actions
pour les personnes qui travaillent dans les RH ou dans la diversité et l'inclusion. On en a mentionné quelques-unes ici et vous en trouverez plus dans le guide.